toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e épisode de la 5e saison de Cold Facts. On vous avait promis plus d'épisodes cette semaine, c'est le cas. Et aujourd'hui, forcément, on va revenir sur l'acte 3 de la finale de National League entre Genève et Bienne. Un match qui s'est terminé à la 78e minute sur un but de Yannick Stampfli et qui a permis à Bienne donc de mener 2-1 dans cette série avant le match 4 à Bienne jeudi. Et pour faire le débrief de ce match, finalement, on a convié Cyril Page de Sport Center et Sébastien Tellet de Radio Lac. Puis on a discuté avec eux pendant environ 40 minutes. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Ouais, là c'était... On est rentré tard quand même de Genève, hein. Ouais, ça va, c'est les playoffs, on est habitué. Et en plus, toi, t'étais pas là au match dimanche, donc c'est bon, t'étais frais pour ce match. Puisqu'on tu sais pas en plus. Tu vois, donc c'est bon, qu'est-ce que tu viens de te plaindre? Pour cet épisode, le deuxième de la semaine, on s'est dit qu'on n'allait pas faire des théories tout seul. On sait plus quoi dire, non, on sait toujours quoi dire, mais on a besoin d'aide. Alors pour parler de ce match numéro 3, on a Sébastien Tellet de Radio Lac et Cyril Page de Sport Center. Tu m'en voudras pas, Cyril, de pas nommer tous les médias pour lesquels tu travailles, mais les gens à force savent. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Et directement, moi j'ai une première question pour toi, Sébastien Tellet. C'est la charge de Roger Carrère. Cyril, on viendra sur toi juste après, parce que les charges, je sais que ça te connaît aussi. Mais t'en penses quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est la scène qui a fait discuter ce mardi soir. Ouais, alors je t'avoue que je l'ai pas re-regardé encore. Hier soir, j'avais d'autres choses à penser, d'autres choses à faire après le match. Vitesse réelle, j'arrive pas à dire. Nous, on est en haut de la grande tribune en plus, comme vous, donc c'est à vitesse réelle, c'est dur à dire. En plus, c'était en angle opposé. Honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus. Je l'ai pas regardé encore et je vais pas dire quelque chose parce que voilà, je l'ai pas revu. Twitter MySport. Bon, alors Cyril, le maître S charge. Je vois pas ce que tu sous-entends par là. Rien du tout. Non, alors pour moi, à vitesse réelle et encore plus au ralenti sur les images TV, elle est claire, quoi. C'est une charge contre la tête. Je trouve que ça devrait pas arriver dans le sens où dans une finale, c'est le genre de charge que les joueurs, je trouve, peuvent plus trop se permettre parce que il y a trop de chances que ça finisse par une charge contre la tête et puis tu risques une suspension derrière et je trouve ça vaut pas la peine. Ça montre aussi un petit peu que Genève par moment c'est un peu perdu en ne sachant pas vraiment s'il faut jouer dur ou pas. C'est clair que c'est une équipe qui est lourde, hein, ils font mal. Mais voilà, je trouve que c'est des charges c'est du 50-50 qui en vaut pas le coup en finale. Voilà. Mais elle est frustrante cette charge dans le sens où je trouve que on n'aime pas ça et puis on s'attend à ce qu'en finale on a le top niveau au niveau des joueurs, on aimerait bien le top niveau pour ce qui est des arbitres et ce qui me frustre un peu c'est qu'il n'y ait même pas eu une charge ou en tout cas une pénalité appelée de 2 minutes ou de 5 qui permet d'aller regarder ça alors que c'est quand même un peu ce qu'on voulait avec ça pour qu'on puisse aller quand on doute un peu et moi de voir Kessler couché sur la glace comme ça je me disais ouais non il feinte pas le truc là. Ouais, alors après c'est assez difficile si on se met à la place des arbitres parce que il y a aussi eu une charge de Phil Poulas sur Radgeb où Radgeb était étendu sur la glace. Alors tu me diras oui mais c'est Yannick Radgeb, c'est pas Tino Kessler, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais tu peux pas te dire il est couché sur la glace donc dans le doute on met 5. Puis après tu vas à la vidéo puis tu dis mais en fait non, il y a pas du tout 5, il y a même pas 2 minutes puis on est obligé de lui mettre 2 minutes. Si t'appelles un 5 minutes sur la glace, le minimum que tu peux donner en voyant la vidéo c'est 2 minutes. Derrière. Mais il y a quand même 4 bien sûr paires d'yeux d'arbitres entre les arbitres et les juges de ligne. Non, je suis entièrement d'accord et moi je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Pour moi elle est directe à la tête. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a l'analyse de Stéphane Rochette durant la pause qui a été mise en ligne par MySports. Ça dure 2 minutes. Il fait du image par image. Et il y a une scène où il dit regardez bien, les épaules, elles bougent pas. Et la tête, elle part en premier. Et c'est tellement clair quand tu vois cette image arrêtée des épaules qui sont immobiles, la tête qui est déjà à 45 ou 50 degrés ou qui est en train de tourner, c'est une évidence. Alors oui, à ta vitesse réelle, c'est difficile, mais en même temps, oui, si à chaque fois qu'un arbitre se trompe, on dit « Ouais, mais bon, ça va vite », ouais, mais alors, au bout d'un moment, on peut faire ce qu'on veut sur la glace parce que tout va aller vite à un moment ou à un autre, et là, moi, je comprends pas que ça passe, honnêtement.
Moi, je crois le problème en fait des arbitres qui ont en fait l'outil là, comme vous venez de l'expliquer, pour aller voir à la vidéo, je crois qu'en fait ils ont peur d'avoir tort, quoi. Et par définition, un arbitre a toujours raison, donc c'est pour ça qu'ils ne vont même pas à la vidéo, parce qu'ils se disent non, je veux surtout pas avoir tort, quoi. Et ce qui est dommage comme réflexion finalement, parce que moi je comprends tout à fait qu'ils ont le droit de se tromper, comme dit Greg, ça va tellement vite, surtout maintenant, donc de dire hop, pardon, on n'est pas sûr du truc, donc on utilise l'outil qu'on a à disposition qui nous permet justement de voir les choses de manière un peu plus lente et d'être sûr qu'on prend la bonne décision. Moi c'est ça qui m'embête. Le problème justement c'est ça, c'est que tu peux pas aller à la vidéo puis revenir sur la glace en disant c'est bon, il n'y a rien, jouez. Il n'y a pas cette option-là dans l'arsenal juridique, on va dire, qu'on donne aux arbitres. Et c'est ce qui les fait souvent hésiter à se dire moi, j'ai pas envie de revenir comme un âne sur la glace à devoir donner 2 minutes pour obstruction alors qu'il n'y a absolument rien. Surtout que c'est en finale puis que ça a plus d'impact. Exactement, mais par contre, tu réfléchis dans l'autre sens. Alors oui, bien à gagner. Finalement, il n'y a pas eu des conséquences majeures, hormis le fait que Tino Kessler n'a pas terminé le match et je ne sais pas ce qu'il en est de sa santé actuellement. Mais ça n'a pas influé sur le match. Mais prenons le match 1, où le lendemain, on reçoit un mail. Marco Maurer prend pénalité de match rétroactive. Alors, on n'a encore pas reçu celui concernant Roger Carrère. Si, il y a. Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Mais ça a fait une belle jambe aux Biennois, quand même, que Marco Maurer prenne une pénalité de match rétroactive le lendemain. Après avoir perdu un match, ils avaient eu un 5 minutes de powerplay. Je pense que ça aurait peut-être pu, en tout cas, changer le match. Aujourd'hui, ben voilà. Bien a gagné son match. On en parle un tout petit peu moins. D'ailleurs, c'est peut-être que je vous propose qu'on revienne sur le match. Parce qu'il y a eu combien à ce match? Parce qu'on n'a pas dit quand même. Victor de Bienne au milieu de la nuit. Non, pas au milieu de la nuit. On a eu vu bien pire. Après 78 minutes, une bourde de Sami Vatanen à la relance. Il essaie de jouer au plus malin contre Kunsley. Tu peux jouer au plus malin contre Kunsley, mais faut pas te rater. Là, il se fait choper le puck. Derrière, il y a Stempfli qui est seul face au but. 2-1, Fertig qui rentre tout ça à la maison. C'est cruel pour Sami Vatanen parce que c'est lui qui égalise en fin de match. Toi, tu l'as vécu comment, Sébastien, cette fin de match? Ça a été un peu un ascenseur émotionnel, surtout avec la prolongation qu'a disputé Genève Servette. Je crois que les stats des tirs, c'est 11 tirs à 2, il me semble, ou 10 tirs à 2, je ne sais plus. Mais enfin, c'était. Genève Servette a vraiment fait quasiment tout son match en tournant autour de Bienne. Et finalement, c'est sur une erreur que ça se joue. Bienne a vraiment bien joué le coup, ça il faut aussi le reconnaître. C'est le jeu de Bienne. Benjamin Antonetti me le disait à la fin du match. On peut pas parler de hold-up parce que Genève Servette a dominé. Bienne sait qu'il faut juste attendre la faille et qu'elle va arriver. Et ils l'ont trouvé hier soir. Et voilà, Greg, tu me posais la question, est-ce que Vatanen est plus fort que Temernes? Et je disais que des fois, il faisait un peu trop d'erreurs défensivement. Il y en a une de plus hier soir. Mais oui, c'est cruel, c'est lui qui égalise en même temps. Mais voilà, il est le meilleur joueur du match du côté du Genève Servette. Donc peut-être que ça l'a consolé un peu. Je suis pas sûr. Je me suis dit d'ailleurs, on en parlait les trois, Cyril et Seb, à la fin du match, en tout cas, quand on était dans le couloir en attendant les joueurs, de se dire, alors le titre de meilleur joueur, forcément qu'il a été décerné. Moi, ça me fracasse tout le temps parce qu'il était décerné à la 60e. Et puis ils se sont dit, puis on arrive à la 78e, il y a ça qui se passe. Puis ils se disent, on va pas encore rechanger. C'est compliqué, on doit mettre un autre nom. Cyril, toi, t'es, on va dire de mon âge, ou t'as mon expérience dans le métier. T'as aussi, toi, certaines fois voté pour le meilleur joueur du match quand c'était encore une responsabilité qui était donnée aux journalistes. Sébastien, je peux pas me prononcer pour toi, mais c'est vrai qu'on. J'ai fait à Rappersville à l'époque. Ok. On nous le demande assez tôt. Ouais, c'est ça. Souvent, on doit voter très tôt, et puis des fois, on a l'air un peu bené à la fin, selon notre vote, quoi. On a eu quand même de temps en temps, quand des équipes remontent, prenaient des 5 ou des 6-0, voté pour le 13e attaquant qui n'a pas mis un patin sur la glace. Mais il me semble qu'une fois, on l'avait fait, on s'était tous mis d'accord, puis ils n'avaient pas mis à lui. Je pense qu'ils s'étaient rendu compte de la supercherie. Du coup, maintenant, on fait quoi avec cette série, Cyril? 2-1 pour Bienne, l'avantage de la glace. La pression, du coup, est sur les épaules de Bienne maintenant, en ayant cet avantage. On peut le dire comme ça? Alors moi je dirais pas comme ça, parce que j'ai l'impression qu'en finale à chaque match les deux équipes sont sous pression, quoi. Voilà. Mais je pense que les joueurs réagissent de manière beaucoup moins émotionnelle que nous les journalistes ou que les fans, quoi. Après une défaite ou après une victoire, c'est vrai que
Là, maintenant, le sentiment, c'est voilà, c'est l'autoroute vers le titre. Et puis, si Genève gagne le prochain, ben, le sentiment sera de nouveau inversé. Ben, c'est Genève qui est mûr pour gagner le titre. Donc, je crois que les joueurs, ils sont plus bêtement dans le truc match après match, sans trop se poser de questions, quoi. Mais je trouve quand même que... C'était un article de Simon Meyer l'autre jour là, dans la tribune de Genève. Je ne sais plus si c'était lundi, mais justement, qui disait que les joueurs avaient aussi eu un impact sur ce qui se passe. Nous, on analyse, on regarde de loin, mais on ne peut rien faire finalement. On peut faire toutes les théories du monde, ça ne va rien changer. Que les joueurs ont cet impact aussi sur le jeu, et c'est ce qui fait aussi un peu la différence pour digérer la chose. Ouais, mais surtout, c'est que Bienne, quand même, c'est 2 victoires consécutives. Il y a ce but de Damien Brunner à 7 secondes de la fin de l'acte 2. Il y a on l'a dit, là, le bout de Vatanen, finalement, hyper bien joué en forechecking de Künzle qui donne à Stampfli. Ces 2 victoires, moi, je trouve qu'ils sont, qui ont un sacré signe, finalement. Elles sont pas anodines, ces 2 victoires. Après, ça veut pas dire que Bienne va être champion, mais en tout cas, c'est 2 victoires qui ont été cherchées. Il y a quelque chose, il y a une histoire. Ouais, là où moi, si on se penche un peu sur les statistiques, si on regarde, on va dire la statistique brute des shoots, 48-29, on se dit, oh là là, ils se sont fait rouler dessus Bienne par Genève. Le reste, si tu regardes les statistiques avancées et de Analyze Data et de la Ligue, donc c'est quand même 2 modèles un tout petit peu différents, ce qui fait que des fois les chiffres sont pas les mêmes, mais grosso modo, on se retrouve avec du 4,4 expected goals pour Genève et 3,3 pour Bienne. Et à la 58e minute, par là, au moment où Vatanen égalise, c'est quasi l'égalité. Donc sur 60 minutes, on a 2 équipes qui se tiennent en termes d'occasions réelles de but, pas en termes de shoot. Et durant la prolongation, par contre, c'est vrai que la Genève a mis un effort monstrueux, mais en même temps, c'est logique, c'est une équipe qui est à la maison. Bienne était aussi là pour se recroqueviller, subir peut-être, parce que tu es à l'extérieur, puis tu sais que ça va pousser, et tu dois attendre que ça se calme, on va dire. C'est comme un début de match, on prend toujours l'exemple, j'ai l'impression, à Lugano, où tu sais que les 10 premières minutes, ça va être l'angoisse, puis si ça se passe bien les 10 premières, après ça va passer. Bah là, voilà, Bienne a fait le dos rond, et au passage, Bienne a titularisé Van Pottelberg. Tu l'avais vu venir, Cyril, ça ? Écoute, ouais, vu venir, non, mais c'est vrai que s'il fallait tenter le coup, c'était à ce deuxième match, à ce deuxième match de la série à l'extérieur, quoi, parce que c'est vrai, Bien n'avait jamais gagné à Genève. Je pense que même Van Pottelberg devait être blessé encore quand il y a eu les 2 matchs à Genève, donc lui, il était frais, quoi. Puis ils avaient déjà fait le coup contre Zurich aussi au deuxième match, je crois, dans la même situation, puis ça avait fonctionné. Donc, finalement, je ne vais pas dire que c'est logique, mais ça faisait beaucoup de sens de tenter ce coup-là, quoi. Après, je rebondis juste sur justement ce que tu as dit sur les stats avancées. C'est vrai que visuellement, alors, Genève est très dominateur, mais par exemple, si on regarde sur la prolongation, Bienne a peut-être eu que 2 shoots, mais c'est 2 occasions, c'est du 100% quasiment, quoi. C'est Künzle tout seul et puis c'est Stampfli tout seul dans le slot, quoi. Donc, j'ai l'impression, oui, Genève a énormément dominé, mais finalement, Bienne a réussi à bien les maîtriser. Par contre, quand Bienne a des occasions, c'est des grosses occasions, quoi. Grossman nous disait aussi à l'interview que pendant la prolongation, on est comme dans le deuxième tiers, donc c'est un petit peu plus loin pour aller changer au niveau des lignes. Donc forcément que on va dire le puck possession de Genève fait encore plus mal parce que il faut faire vraiment le dos rond. Et puis en plus, il y a ce time-out pris par Bienne, ça c'est assez intéressant, pour calmer un petit peu toute l'histoire et essayer de regrouper tout le monde. Ouais, je suis allé parler à Oliver David à la fin du match justement de ce temps mort parce que pour information, Tito Manian n'est pas disponible pour les interviews durant tous ces playoffs, ce qui est complètement compréhensible vu la situation qui traverse et pour éviter qu'il y ait 10 000 questions autour de sa santé, etc. Il le protège un petit peu. C'est Oliver David qui vient aux interviews, qui est très intéressant. Cyril, je pense que tu l'as pratiqué un peu. Moi, j'ai un peu appris à le découvrir ces derniers temps. Il faut juste avoir un tout petit peu de temps quand tu vas lui parler, parce que ça se passe pas en 3 minutes. Il aime bien parler. Ouais. Il aime bien parler, mais il parle bien, je trouvais il est intéressant. Puis je lui ai justement parlé de ce temps mort pris à la 74e. C'est au moment où tu te dis, là, ça devient compliqué pour Bienne.
il calme tout le monde. Puis il m'a dit, Antti, il a une sorte de sixième sens quand il faut prendre son temps mort. Il m'a dit, depuis que je travaille avec lui depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'il a jamais pris un temps mort au mauvais moment. Ça veut pas dire que ça fonctionne toujours. Ça veut dire que lui, il a l'impression que le feeling, le sens du jeu de Antti Termeinen est toujours parfait. Et je lui ai justement parlé du match 1 où Antti Termeinen n'est pas là. C'est Steinegger et Oliver David qui sont sur le banc. Puis il dit, à un moment dans le match, on hésite à prendre un temps mort. Et Steinegger de son côté et Oliver David de son côté. Et les deux ont hésité et aucun n'a pris la décision d'en parler à l'autre. Et il m'a dit, je pense que s'il y a Antti sur le banc, on le prend à ce moment-là. C'était durant le deuxième tiers lorsque Bien était vraiment dominé. Mais il me dit, en fin de match, on en a eu besoin pour essayer de revenir à 2-2. Ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu marcher. Puis on aurait dit, c'était parfait d'avoir encore mon temps mort. Et il dit, c'est une science qui est assez inexacte. Ouais. Mais c'était intéressant de voir que, là, il m'a dit, je sentais Antti à côté de moi. C'était le bon moment pour lui. Puis on peut pas dire que ça change le match, mais en tout cas, ça a un petit peu inversé la tendance, vu que 4 minutes après, Stamfli se retrouve seul face au but et il marque. Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit, moi, à ce moment-là, durant le temps mort, exactement. Est-ce que c'est courage, les gars, ça va finir par passer et on sait que si on va mettre la pression, ça marche? Ou est-ce que c'est, il va falloir tenir bon et essayer de trouver la faille? C'est la force de Bien, hein. C'est aussi le rush, c'est aussi résister durant longtemps et aller marquer un goal. Ils l'ont fait lors de l'acte 2, ils l'ont encore plus fait lors de l'acte 3. Moi, j'aurais bien voulu entendre exactement ce qu'il s'est dit durant ce temps. Alors, il m'a expliqué. Alors, je pense bien qu'il m'a pas dit au mot près, et peut-être même qu'il m'a pas dit exactement ce qu'il s'y est dit. Mais j'ai un article qui va sortir au moment où on passe publie l'épisode. L'article sera sorti sur Blick d'ailleurs, où il m'explique ça. Mais il dit, en fait, on a dit aux gars, on va jouer à 4 lignes, on va continuer, on va pas paniquer, on va attendre que ça passe parce que ça va passer. Justement, c'est ce que tu dis, Sébastien. Ils vont pas pouvoir continuer comme ça. Et faut juste garder notre rythme, visiblement. C'est sur ça qu'ils ont insisté sur le fait de pas vouloir trop en faire, de jouer simple, d'aller changer si possible, et puis de faire le dos rond, puis de compter sur le fait que Van Pottelberg soit toujours aussi bon jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il y ait un but, on va dire, en zone offensive. Et justement, dans le message, on continue de jouer à 4 lignes. Et ça, j'aurais bien aimé vous entendre sur ce point-là. J'ai regardé les statistiques bêtement de temps de glace depuis le début des playoffs. Donc forcément, c'est pas équitable entre Bien et Genève parce que Genève a plus de matchs. Genève a joué un match qui s'est déroulé en 3 prolongations, etc. Ils ont fait beaucoup plus de prolongations puisque Bien, c'était leur première prolongation des playoffs. C'est logique qu'il y a plus de temps de glace global, mais au bout d'un moment, où on parle de la fraîcheur de joueurs qui sont en playoffs depuis le même jour, finalement, dans les 10 plus gros temps de jeu de ces playoffs, il y a 9 Genevois, dont Tom Ernest à 366 minutes et le premier Biennois, c'est Löw à 273 minutes. Ça fait 90 minutes de plus pour Tom Ernest que Victor Löw. 90 minutes. Alors pour Tom Ernest, c'est 2 matchs, 1,5, ça dépend. Non, j'exagère. C'est 3 matchs et quelques. Pour un vrai joueur de hockey, c'est 4 matchs, ouais, à peu près. Et je sais pas si ça peut avoir un impact sur cette fin ou cette suite de série. Après, c'est aussi le jeu de Genève Servette. Là, je réponds en tout cas pour Genève Servette. Je laisserai peut-être Cyril parler pour Bien, mais Genève Servette déjà était mené hier, donc forcément, déjà ils ont été obligés de tourner un peu moins à 4 lignes, même si on regarde que par exemple Denis Villeneuve a plus joué qu'Elvis Schlepfer en termes de temps de jeu brut, et les deux n'ont pas beaucoup joué en situation spéciale. Exactement. Mais c'est le jeu de Genève Servette. Il y a des joueurs qui tiennent la charge. On est en finale aussi, et le temps de jeu cette saison a été beaucoup mieux réparti que les autres années. C'est quelque chose. Oui, cette année il est encore un peu plus grand. Il y a des grosses différences, mais l'année dernière, c'était vraiment, on tournait quasiment qu'avec la ligne de Daniel Winnick en attaque et qu'avec la ligne d'Emek Pemernes en défense. Cette saison, il y a au moins eu un vrai tournus, il y a un peu plus de profondeur, il y a un peu plus de monde qui joue. Je pense pas que sur l'ensemble de la finale, alors c'est clair que s'il y avait encore 3 séries qui arrivaient derrière, peut-être que ça aura un impact, mais je pense pas que sur les matchs qui restent, ça va vraiment changer quelque chose. Moi, je suis aussi assez d'accord. Genève, c'est clair qu'on a des étrangers de la qualité de Genève. Forcément, on est tenté un peu de tirer là-dessus au maximum, quoi. Genève va gagner ou va perdre avec Tom Ernest tout le temps sur la glace ou enfin très souvent, quoi. C'est assez normal. Mais je pense que ça commence un petit peu à se voir aussi que Tom Ernest a des kilomètres dans les jambes, quoi. Surtout chez lui, je commence un peu à les trouver émoussés. Après, c'est clair. Il peut faire la différence d'un moment à l'autre. Dans le camp de Bienne, en prolongation, il y a eu des moments où il y avait Noah Dlemont, Noah Schneeberger, Stamfli et puis Schlepfer sur la glace, quoi.
contre Omar et compagnie. Donc, à Bienne, voilà, il tourne à 4 blocs, il ne se pose pas trop de questions. Puis, en plus, c'est même Stampfli qui a marqué, quoi, qui est un défenseur de métier, qui est 13e attaquant. Quoi. C'est vraiment le dernier à qui tu peux penser pour aller marquer un but en prolongation. Quoi. Donc... Mais c'est la belle histoire, finalement. Ils aimaient bien nous dire, ouais, bah, c'est les héros de l'ombre. C'est vrai que souvent, en prolongation... on a l'impression qu'on imagine, on se rappelle du goal de Crosby en finale des Jeux Olympiques en 2010 où effectivement c'est la superstar qui va chercher le goal décisif, mais souvent c'est plutôt des gars un peu moins connus. En anglais ils aiment bien les unsung heroes, hein, les héros dont on ne chante pas les chansons, et puis ils étaient tous hyper contents que ce soit un Stampfli. En plus, l'histoire est, comme tu disais, Cyril, c'est drôle de se dire qu'il était défenseur et que finalement, après, il est passé attaquant, des fois 13e, puis c'est lui qui se retrouve en bonne position, puis qui craque pas, en fait. Ouais, c'est ça, il se pose pas trop de questions, mais c'est aussi un peu la force de Bienne, c'est que chaque joueur, du premier au dernier, se sent important, a des responsabilités, et puis... ça crée forcément une dynamique de groupe où tout le monde est totalement impliqué. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas à Genève, loin de là, mais c'est vraiment la grande force de Bienne, c'est ce sentiment que tout le monde peut jouer un rôle important, que ce soit Tony Rayala ou Yannick Stampfli, quoi, le 13e attaquant, quoi. Il y a un ami qui m'a écrit au moment du but de Stampfli. Il m'a dit forcément c'est Yannick Stampfli, c'est le Michael Loacha de la finale Fribourg-Berne de 2012. De 2013. De 2013, parce que Michael Loacha avait mis 2 buts pour Berne dans un match décisif, ou le match 5 plutôt. Et, tu parlais de Sidney Crosby qui marque en prolongation pour le Canada, mais c'est vrai que c'est souvent pas ce genre de joueurs-là, parce qu'ils vont être bien contenus, puis que c'est à un moment ou un autre un gars qui passe par là et qui trouve le filet. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est Stampfli qui était au bon endroit. Stampfli qui est un ancien défenseur, qui joue un petit peu en attaque, qui aimerait revenir en défense, d'après ce que j'ai lu. Ouais, il est un peu le couteau suisse du HC Bienne. Toi, ce Stampfli, tu l'as un petit peu suivi, Cyril, un peu plus que nous, ou pas forcément? Ouais, bah écoute, en fait, c'est un défenseur, quoi. C'est juste qu'il y a pas de place en défense pour lui. Et puis, comme il y a, enfin, avec les blessés et tout ça, c'est un gars qui est assez polyvalent. Puis, c'est vrai qu'il se débrouille très bien devant. Mais voilà, c'est un défenseur très intéressant, moi, je trouve. Il a beaucoup de qualités. Alors, il a pas forcément le coup de patin ou la mobilité de certains. Mais voilà, je pense que c'est un défenseur qui peut faire une très belle carrière comme dans une 3e paire de défense, dans une bonne équipe, quoi. Voilà. Et puis, on va se projeter quand même sur l'acte 4 qui aura lieu jeudi à Bienne. Donc 2-1 pour Bienne. Tu l'as dit que Greg, les Biennois sont dans une bonne position finalement, mais moi du côté de Genève, on a parlé de Kessler et de cette charge de Carrère, on ne sait pas si Kessler sera disponible, et puis on ne sait pas si Carrère sera suspendu. Voilà aussi, et puis on ne sait pas si Valtteri Filppula, qui s'est visiblement blessé tout seul, on a revu aussi sur l'écran géant faire la fin du 3e tiers, il n'est pas réapparu. On a posé la question forcément à Yann Cadieux, qui forcément n'avait pas plus d'informations, et ce sera sans doute communiqué ou pas aujourd'hui, et puis on verra si jeudi Filppula est sur la glace. Mais sans Filppula, Seb, comment tu vois cet acte 4? Parce que c'est quand même de l'expérience, à ne plus savoir qu'en faire, et puis ça veut dire qu'il faut un peu reshuffle the deck, enfin je sais plus, c'est juste, c'est comme ça qu'il va falloir un peu remettre brasser les cartes. Ouais, brasser les cartes, quoi. Ouais, brasser les cartes. Ouais, exactement, mais l'avantage aussi là-dessus, c'est le retour de Vincent Praplan. C'est clair que si Vincent Praplan était plus là, ça forcerait peut-être un joueur qui n'a pas forcément l'habitude à venir jouer sur une première ligne. Moi, si je regarde le côté positif, c'est que ça va forcer aussi Sarrette à changer son powerplay, à remettre peut-être Winnick avec la ligne des étrangers, et Winnick qui fait une sacrée différence
sur le powerplay quand même. Je ne veux pas dire que Phil Poula apportait rien, mais du coup, il manquait peut-être quelqu'un devant le but qui avait la grinta de Winnick. Et hier soir, on l'a vu, hein, il me semble que l'égalisation de Vatanen, Phil Poula n'est pas sur le powerplay avec tous les étrangers. Donc ça peut aussi avoir son impact ici, mais c'est vrai qu'après, voilà, dans le jeu, dans le repli défensif, moi, c'est là que je trouve très fort Phil Poula. C'est vraiment quand il faut revenir en défense. Il risque de manquer, on va croiser les doigts pour qu'il soit là. Et après, si en plus Carrère est suspendu, là, ça risque de devenir compliqué, parce que Carrère, c'est vraiment une des pièces maîtresses du Genève Servette. Il commence en plus à se créer un duo avec Calcio Bertaggia. Ils ont marqué lors de l'acte 2, ils ont failli en remettre une hier soir lors de l'acte 3. Donc voilà, Phil Poula absent, ce serait un gros coup. Mais hors Carrère, je pense que ce serait encore plus grave. Mais plus important. Par contre, si les deux sont absents, ça simplifie entre plein de guillemets la tâche. Ça veut dire que tu remplaces Carrère par Ovitu. Vu que Ovitu est disponible, tu peux faire rentrer un défenseur en plus derrière à la place de Phil Poula, un étranger pour un étranger, sans devoir prendre une décision compliquée, on va dire. Non, effectivement, ça c'est l'avantage et c'est aussi la chance d'avoir Yohan Ovitu derrière. Voilà, Yohan Ovitu, il a pas fait un mauvais match lors de l'acte 2 à Bienne, mais il n'a pas beaucoup de rythme. Hein. Il n'avait joué avant que l'acte 2 à Lugano. Donc voilà, ça remplacera pas un Carrère sur le plan offensif, du moins peut-être pas tout de suite, ou alors il va nous surprendre. Mais voilà, au moins il y aura du monde derrière, ça c'est sûr, et c'est un peu l'avantage pour l'instant de la légère profondeur de banc qui reste au Genève Servette. Moi j'ai une petite question pour toi, Cyril, en termes de, enfin j'appelle à l'ancien joueur, on va dire. Je sais pas s'il est encore bien présent, mais je suis sûr que oui. Je pose souvent la question aux gens à la fin des matchs, aux entraîneurs, aux joueurs, d'être dans la position, on va dire, du chasseur ou du chassé. Bien était le chasseur jusqu'à cette victoire, et se retrouve dans la position inverse avec Genève qui doit maintenant venir en gagner une à Bienne. Ça change vraiment quelque chose dans l'approche du match, ou finalement c'est comme tu l'as dit aussi un peu avant, des théories de journalistes que peut-être tu fais aussi maintenant, je sais pas. Non, alors je pense pas que ça change énormément, surtout pour Bienne cette saison. Enfin, par le passé, ils avaient toujours de la difficulté à gérer ces matchs charnières, quoi. Et cette année, ils ont réussi à le faire autant contre Berne que contre Zurich. Ils ont toujours réussi à gagner ce match important à domicile, où par le passé, ils se plantaient tout le temps, quoi. Donc, ils ont quand même, je pense, cette fois-ci, cette confiance en eux de pouvoir gagner à la maison. C'est clair que, voilà, ils le savent très bien que s'ils gagnent chez eux jeudi, voilà, ils seront tout proches du titre, alors que s'ils perdent, de nouveau Genève va reprendre le dessus, quoi. C'est clair, mais je crois que Bienne a appris justement un petit peu à gérer ces matchs charnières. Après, ça reste toujours du 50-50, parce que Genève est tout à fait une équipe qui est capable d'aller gagner à l'extérieur aussi, même s'il n'y a pas Phil Poula, même s'il n'y a pas Carrère, deux joueurs hyper importants pour eux. Ça peut aussi redonner un petit peu, ressouder l'équipe, ou redonner un petit coup de fouet à l'équipe, quoi, dans l'adversité, quoi. Ah bon, il y a quand même un moment où Bienne peut mouiller aussi. Ah, ça peut toujours arriver. Mais justement, moi, je pense qu'ils ont appris à gérer ces situations grâce au quart de finale contre Berne, où ils se sont retrouvés un peu dans une situation identique, et contre Zurich aussi, quoi. On va dire bientôt que ce match cette série contre Berne, ça va être l'acte fondateur de Bienne. J'ai l'impression que Stéphanie Meria en parlait aussi. Il y a les Gaëtan Haas en parlait aussi. Enfin, vraiment. Puis on a l'impression que Stéphanie Meria disait aussi, puis il faut se rendre compte qu'à Bienne, il n'y a pas que des fans des ACB. C'est qu'il y a aussi des fans du SCB, puis qui font un peu sentir aux Biennois dans la ville que c'est pas une ville à 100% favorable à Bienne. C'est juste, Cyril? Non, attends. Je te laisse répondre juste après, Cyril. Je te laisse répondre juste après, mais on vient à peine de clore le débat sur Bienne. Est-il Romand, pas Romand? Puis maintenant, tu nous lances le débat. Bienne est-il fan du HC Bienne? Cyril, t'as le droit de dire Joker et de pas répondre. Écoute, je connais aucun fan du SCB à Bienne. Ah, alors d'accord. J'ai grandi ici. Par contre, dans le Jura bernois et Jura, oui, là, il y en a beaucoup, quoi. Ok. Bon. Et Sébastien, toi qui étais plus du côté genevois pour les interviews, pour des raisons évidentes, t'as senti comment les gens finalement après cette défaite? Je les ai sentis un peu, je vais pas dire sonnés, mais enfin
Pas aussi. Alors, durant les défaites, on a toujours vu des Genève Servette assez confiants en ressortant. Là, il y avait toujours cette confiance, mais on sentait quand même qu'ils avaient pris un petit coup sur le crâne. Alors, évidemment, les interviews d'après-match, c'est toujours juste après. Ils viennent de se changer, ils sont encore transpirants, etc. Donc, ils n'ont peut-être pas encore repris tous leurs esprits. Mais il y a quand même, Genève Servette a quand même pris un petit coup, mais en même temps, on disait, c'est Yann Cadieux qui l'a dit, il a dit, mais qu'est-ce que Genève peut faire de mieux à part marquer des buts? Je pense que ça résume assez bien aussi le match de Genève hier. Mais voilà, les gars sont assez confiants. Ils ont rappelé aussi qu'il y a un peu tôt pour Genève Servette après, dans la première minute, je crois, dans les 30 premières secondes du match. Voilà, il y a des petits détails qui ont tourné en faveur de Bienne, que Bienne a fait en sorte que ces petits détails tournent pour eux. Mais Genève Servette a les moyens. Et Benjamin Antonetti, en tout cas, disait que bah voilà, de toute façon, ils allaient se donner à fond à l'acte 4, même s'ils menaient 2-1. Bah maintenant, ils sont menés 2-1, donc ils vont devoir se donner à fond aussi. Il y a toujours une confiance qui est installée du côté de Genève Servette. C'est la première fois qu'ils sont menés de ces playoffs. On va voir comment ils vont réagir demain. Et on en a parlé. Moi, je pense que. Vas-y, Cyril. Ouais. Non, je pense que Genève, en effet, on sent quand même qu'ils ont cette confiance. C'est normal après la saison qu'ils ont fait. Et puis les matchs, finalement, le déroulé des playoffs, il faut être confiant. Je pense que le truc qui peut un peu jouer en leur défaveur, c'est que finalement, au bout d'un moment, ils doivent quand même se dire ouais, cette équipe de Bienne, c'est incroyable quand même comme ils sont chauds, quoi. Moi, j'ai rarement vu une équipe aussi chaude que ça en play-off où il y a tout qui réussit. Voilà, tu changes de gardien, bah, forcément, il va gagner le match. Tu prends le 13e attaquant, forcément, il va marquer. Le nombre de fois où ils ont gagné des matchs à 1 seconde, 7 secondes de la fin, c'est une équipe qui est haute. Et puis, contre ça, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Et c'est peut-être le petit aspect qui joue en défaveur de Genève. Et puis, c'est aussi l'aspect qui fait qu'on a une finale incroyable. Ouais. Exactement, ouais. J'avais une question. On parle on a parlé de Van Pottelberg et puis Seteri qui a été bon jusqu'à présent. On fait jouer qui à l'acte 4? Question stupide, bien évidemment, qu'on met Seteri ou bien on joue la main chaude puis on. Non, alors je vais me permettre de répondre. Ce sera Seteri devant le filet. Je mets ma main qui n'est pas forcément chaude à couper. Lors de la demi-finale contre Zurich, justement, il envoie Van Pottelberg au match 2 à Zurich. Il va se faire blanchir là-bas. Et on pose la question, alors on fait quoi? Puis au match d'après, c'est Seteri. Justement, la force de ce duo, c'est de pouvoir avoir pas la main chaude, d'avoir la main fraîche tous les soirs devant le filet. Et là, en donnant un match off à Seteri ce mardi, en prenant pas vraiment de risque, dans le sens où tu vas perdre à Genève, c'est la logique des choses. T'es mené 2-1, tu reviens à la maison, tu remets ton titulaire. Si tu vas voler le match avec ton deuxième gardien, en guillemets, ou ton gardien suisse, et donc avec Riley Sheehan, que j'ai assez peu vu au passage, mais c'est pas important. Puis du coup, tu reviens avec ton Seteri chaud et frais devant le filet pour le match suivant. C'est un gros avantage. Cyril, tu mets aussi ta main à couper? Non, oui, alors je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Van Pottelberg, là, il a fait le boulot. Maintenant, Seteri va jouer jusqu'à la fin de la finale, quoi. Et du coup, Seteri, j'ai trouvé moins rassurant. En tout cas, dimanche, lors de l'acte 2, j'ai trouvé moins rassurant que Van Pottelberg hier soir. J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de rebonds, pas forcément contrôlés, qui étaient relâchés par Seteri. Alors que Van Pottelberg, justement, c'est ce qui a aussi dégoûté les Genevois hier soir, c'est qu'il y a eu très très peu de rebonds. Alors, ils étaient tous à 4 mètres du but, quoi. Ouais. On a eu un Robert Mayer qui a été... il était dans une forme digne de Robert Mayer depuis les buts de ses playoffs, finalement, pour Van Pottelberg sur ce match. Justement, cette capacité à pas donner de rebond. Toi, tu changes quelque chose du côté de Genève, Sébastien, pour la suite? Je parle pas forcément au niveau du gardien et de dire de mettre Gauthier des clous, c'est pas ça ma question. Mais qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce que Genève peut changer? C'est un peu la question que je me pose depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? En tout cas pas mettre des clous, ça c'est sûr. Mais peut-être essayer d'ajuster certaines lignes, ou alors au contraire de garder Vincent Praplan. Là, je vais faire une hypothèse avec Philippe Poula qui est présent, mais garder Vincent Praplan en 4e ligne pour vraiment avoir ces 4 trios qui sont capables de faire quelque chose. Vincent Praplan, il est revenu au jeu hier soir, il n'a pas tellement pesé non plus sur le jeu, mais on sait qu'il peut en être capable. Donc voilà, garder peut-être Vincent Praplan en 4e ligne, ça peut faire bizarre sur la feuille de match, mais au final, s'il y a 4 lignes avec Marc-Antoine Pouliot derrière, Marc-Antoine Pouliot au centre, Vincent Praplan et Denis Smirnov qui ne fait pas des mauvais matchs, avoir vraiment cette 4e ligne qui est capable d'aller marquer des goals, plutôt que se dire, on va essayer de brasser, remettre Vincent Praplan dans le top 6. C'est ce que je ferais du côté de Genève Servette. Après, voilà, si Philippe Poula n'est pas là, évidemment, ça change tout. Et autrement,
quand je regarde les matchs d'hier soir, je me dis que non, finalement, il n'y a pas tant de choses à changer. Non, mais on met qui en centre? Parce qu'on a Joris, on peut mettre Pouliot et puis Richard. Puis, il y a Winnick qui peut jouer centre, qui a fini le match hier en centre à la place de Philippe Poulard. Winnick qui peut jouer, il a joué en défense, il peut jouer centre. Est-ce qu'il a, il a les pattes de gardien aussi Incroyable. Ouais, je sais pas, je sais que Morer peut aller au but des fois à l'entraînement, mais c'est plutôt Daniel. Ouais, Winnick qui peut jouer centre, hein, il l'a fait quand il est arrivé à Genève Servette, donc c'est, je pense, la piste qui sera envisagée. Cyril, c'est quoi l'ambiance à Bienne ces jours, toi qui vis dans les cafés, les gens parlent que de ça ou tu sens pas ça, enfin tu sens pas une euphorie, les gens t'arrêtent dans la rue et veulent te parler tous de hockey ou bien ça, c'est encore vivable? Non, alors à Bienne, ouais, il y a vraiment tout le monde qui parle de ça. Tout le monde veut savoir si Bienne va gagner le prochain match, tu vois, c'est la grande question, mais moi on me la pose alors que j'y suis pour rien, quoi, tu vois. mais non, écoute, il y a une grosse euphorie, bien sûr. C'est aussi lié au fait que voilà, 40 ans après le dernier titre, il y a la nostalgie des années 80 qui a refait surface. Donc voilà, mais depuis le début des playoffs, il y a eu beaucoup d'engouement par ici, dans toute la région. Je crois que justement la première série contre Berne, le derby contre Berne que Bienne ne réussissait jamais à battre en playoffs, ça a vraiment lancé le truc. Et puis comme à Genève, les gens s'arrachent les billets et puis tout le monde parle de ça. Ouais, j'allais justement dire qu'on a aussi vu un très bel engouement autour de la mise en vente des billets à Genève pour le match qui a été rajouté, on va dire, au moment où Bienne revient dans la série. Ça a rajouté un match à Genève, ça s'est vendu en, je crois, 8 minutes. Je sais pas s'il y a un concours qui se fait pour arriver à qui va vendre sa patinoire le plus vite possible, mais ça prend gentiment à Genève aussi. Sébastien Tante, il y a des gens qui te parlent jamais de hockey qui commencent à se dire mais dis donc, ils sont pas mal, c'est Genève ou bien? Ouais, il y en a pas mal, effectivement. Alors, c'est 16 minutes, hein, le guichet fermé. Ah, c'est 16. Je crois que le club a communiqué en moins de 10 minutes, mais en vrai, c'est 16 minutes, donc c'est toujours moins que Bienne pour ces deux matchs. Mais non, il y a un intérêt qui est vraiment croissant. Il y a des gens que je n'imaginais même pas parler hockey sur glace qui viennent me dire alors, est-ce qu'on va gagner demain? Alors, je réponds que on, en tout cas pas, mais peut-être que Genève Servette, oui, mais non, il y a un engouement qui est en train de naître du côté de Genève Servette. Enfin, il y a une finale qui arrive. En plus, il y a du beau hockey. Il y a Genève Servette qui a fini premier. Ça a pris du temps à prendre, mais maintenant, enfin, l'engouement est là. On le voit devant la patinoire aussi. Il y a du monde dès 18h, alors qu'avant, il fallait attendre 19h. Enfin, voilà, il y a vraiment un engouement qui est en train de naître du côté du hockey sur glace et j'espère que ça va continuer la saison prochaine qui apporte le résultat de cette série. On parle aussi de ces timings là, en moins de 8 minutes, en moins de 5 minutes, en moins de 4 minutes. Rappelons aussi que le problème pour Bienne, c'est 6500 places, un petit peu moins de 6600. À Genève, c'est 7100. Si on prend Zurich, c'est 12 000. Berne, on n'entendait jamais guichet fermé en tant de temps parce que même s'ils remplissaient leur patinoire, les 17 000 places, c'est quand même un peu plus de monde. Fribourg, avec 9 000. Enfin, Bienne, là, ils doivent être un petit peu frustrés d'être qu'à 6005 finalement. Est-ce qu'ils se disent pas, vu l'appétit vient en mangeant, puis vu ce qu'on propose, vu tout ce qui se passe, on va augmenter la capacité à 8000? C'est clair que s'il y a un 6e match, on peut le délocaliser à Berne, il n'y a personne qui va râler. Mon Dieu, à Berne, non. Cyril. Écoute, c'est clair qu'en finale des playoffs, bien sûr que la patinoire est trop petite, quoi. On pourrait mettre 10 000 personnes facilement, mais je pense que sur l'ensemble d'une saison, il faut être réaliste. Je crois que la capacité correspond assez bien à une ville comme Bienne, quoi. 6500, je pense. C'est aussi l'idée dès le départ, c'était d'avoir une patinoire qui est peut-être un petit peu trop petite, mais qui est souvent remplie, quoi. Et puis voilà, sur l'ensemble d'une saison, je pense que ça va bien pour une ville comme Bienne. En plus, c'est une patinoire sympa, quoi. C'est bruyant et tout. Je pense que ça va bien, voilà, quoi. On est toujours nul en pronostic, j'ai l'impression. Du coup, est-ce qu'on se demande les pronostics parmi pour ce prochain match ou bien on s'évite la honte? Moi, je suis planté en finale pour l'instant tout le long, donc je vais éviter. Joker pour Sébastien, Cyril? Ouais. Écoute, je pense que Bienne va gérer encore une fois ce match charnière à domicile. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner le titre, mais je pense que ce match à domicile, ils vont le gagner. Ouais.
Jean-Fred, t'oses donner ton pronostic? On va pas laisser Cyril tout seul. Hein. Non, mais oser, c'est pas un souci, parce que je vais me planter, mais c'est vrai que ces 2 derniers matchs, malgré tout, ce petit coup au moral des Genevois, j'aurais tendance à pencher aussi pour Bienne de très peu, quoi. Ouais, moi je vais passer mon tour sur ce coup-là. Ouais, je pense quand même qu'on se retrouve un petit peu à une finale qui va se jouer sur les gardiens, quoi. Maintenant la question, est-ce que Robert Mayer peut aller voler un match à Bienne jeudi? Je pense que oui, bien sûr, il peut. Est-ce qu'il va le faire? Voilà, c'est ça, quoi. Je pense que ça va se jouer dans les buts jusqu'à la fin, parce que les équipes, finalement, elles se tiennent, elles ont des qualités un peu identiques, des styles un peu différents, mais des qualités offensives qui se tiennent. Et puis, voilà, quel serait le meilleur gardien, voilà, va gagner le titre, c'est tout, quoi. Ou le gardien le plus chaud, quoi. Ouais, l'attaque aussi qui ne va pas se démoraliser. Enfin, disons, surtout pour si Genève Servette entend gagner ces matchs, il va falloir pas se démoraliser et continuer à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et effectivement, à ce moment-là, ça va se jouer sur les gardiens. Mais Genève, de nouveau, je pense que cette phrase de NK2 résume un peu tout. À part marquer, on ne peut rien faire de plus. Hier soir, Van Pottelberg en vole quand même quelques-uns au Genève Servette. Et ça rejoint la question des gardiens, mais ça va aussi être si Genève Servette entend gagner ces matchs, ça va être garder le cap, garder le moral et puis se dire que ça pourrait tourner un moment et qu'il faudra tout faire pour que ça tourne avant la fin de la série. Ben voilà, on est au bout de cet épisode numéro 30, je crois. Yeah. On aura encore au minimum 2, je pense, hein, vu que la série va se prolonger un petit peu au-delà du week-end. Merci Sébastien, merci Cyril. Merci à vous. Merci Coldfax. Et on va voir notre prochain épisode, a lieu vendredi matin, après le match à Bienne. On verra si on a des invités, si Cyril et Sébastien ont envie de revenir au micro. On vous recontacte de toute façon. D'ici vendredi, on est disponible pour toutes les questions sur nos réseaux sociaux, sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud partout. On est présent sur Twitter, sur Facebook. Jean-Fred fait des danses sur TikTok. On est partout. Cherchez pas, vous trouverez rien. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Sébastien. Tu seras en direct pour le match jeudi comme tout le temps? Ouais, effectivement, prise d'antenne 15 minutes avant le coup d'envoi sur Radio Lac. Parfait. Et Cyril, on peut te lire sur tous les médias de ta média, vu que je ne l'ai pas dit avant, je vais les énumérer. C'est lematin.ch, le matin dimanche. Bon, d'ici vendredi, il n'y en aura pas, mais c'est quand même sur le matin dimanche, c'est 24h Tribune de Genève et 20 minutes. J'ai oublié personne. Non, je crois que la liste est complète. Merci. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.